La pluie battait contre les vitres de l'immeuble de bureau situé dans le quartier d'affaires de Paris, tandis que Léa Moreau, assise à son modeste bureau au 3e étage, contemplait l'écran de son ordinateur avec une expression mêlée de fatigue et de résignation. Il était près de 20 heures, et la plupart de ses collègues avaient déserté les lieux depuis longtemps, laissant derrière eux le silence pesant d'un espace trop vaste pour une seule âme. Elle était employée administrative dans une société de marketing digital, un poste qu'elle occupait depuis 3 ans maintenant, sans jamais avoir reçu la moindre reconnaissance pour son travail acharné. Ses journées s'écoulaient dans une monotonie accablante, rythmée par des tâches répétitives et des demandes incessantes de supérieurs qui ne daignaient même pas mémoriser son prénom. Pourtant, elle persistait, animée par cette détermination silencieuse qui caractérise ceux qui ont connu l'adversité et qui refusent de se laisser abattre par les circonstances. Son téléphone portable vibra soudain sur le bureau, l'attirant de ses pensées moroses. Un message de sa meilleure amie, Sophie, s'afficha sur l'écran. « Tu es encore au bureau ? Rentre chez toi, tu vas finir par t'épuiser !» Léa esquissa un sourire las. Sophie avait raison, bien sûr, mais il lui restait encore ce rapport à terminer pour le lendemain matin, et elle savait que personne ne viendrait à son secours si elle ne le finalisait pas à temps. C'était ainsi que fonctionnait le monde professionnel, du moins tel qu'elle l'avait expérimenté jusqu'à présent. Chacun pour soi, et tant pis pour les faibles. Elle reposa son téléphone et s'apprêtait à reprendre son travail lorsqu'un coup de fil retentit. Le numéro affiché lui était inconnu, mais dans un moment d'inattention causé par la fatigue, elle décrocha sans réfléchir. Une voix masculine se fit entendre à l'autre bout du fil, une voix qu'elle ne reconnut pas immédiatement mais qui portait en elle une autorité naturelle, celle des gens habitués à être obéis sans discussion. « Mademoiselle Moreau, c'est bien vous ?» demanda l'homme. « Oui, c'est moi », répondit-elle, quelque peu désorientée. « Qui est à l'appareil ?»« Gabriel Rousseau. Je vous appelle au sujet du dossier Jenkins. Il me faut les documents d'ici demain matin, 1e heure. » Le nom ne lui disait absolument rien, et elle fronça les sourcils, essayant de comprendre de quel dossier il pouvait bien s'agir. Jenkins ? Elle n'avait jamais entendu parler d'un tel dossier. Une confusion grandissante s'empara d'elle. « Je suis désolé, monsieur, mais je crois qu'il y a une erreur. Je ne travaille sur aucun dossier Jenkins. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Un silence lourd de sens comme si l'homme cherchait à comprendre ce qui se passait. Puis sa voix reprit, plus froide cette fois, teintée d'une impatience à peine contenue. « Comment cela, une erreur ? On m'a donné votre numéro. Vous êtes bien Léa Moreau du département marketing de la société Mercier & Associés ? Oui, mais je ne connais pas de dossier Jenkins. Peut-être devriez-vous contacter mon supérieur, monsieur Duchamp ? » Elle entendit un soupir exaspéré à l'autre bout du fil, et quelque chose en elle se rebella contre ce ton condescendant. La fatigue, les heures supplémentaires non payées, les humiliations quotidiennes, tout cela forma une boule de colère dans sa poitrine, une colère qu'elle avait jusqu'alors réussi à contenir, mais qui menaçait maintenant de déborder. « Écoutez, mademoiselle, je n'ai pas de temps à perdre avec vos excuses. Ce dossier est prioritaire et moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui appellent sans même vérifier qu'ils ont le bon interlocuteur. » Le coupa-t-elle, la voix tremblante de rage contenue. « Si vous avez un problème, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas votre esclave. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle réalisa immédiatement l'ampleur de ce qu'elle venait de faire, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, et elle serra le téléphone contre son oreille, attendant la réaction de son interlocuteur. « Très bien, » dit-il finalement, d'une voix glaciale. « Je note votre nom, mademoiselle Moreau. Nous aurons l'occasion d'en reparler. » Et il raccrocha, la laissant seule avec son angoisse et ses regrets. Elle posa lentement le téléphone sur le bureau, les mains tremblantes. Qu'avait-elle fait ? Qui était cet homme ? Et surtout, quelles allaient être les conséquences de son coup de sang ? Elle tenta de se rassurer en se disant qu'il s'agissait probablement d'une erreur sans importance, que cet homme n'avait aucun lien avec son entreprise et qu'elle ne l'entendrait plus jamais parler de lui. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui soufflait que les choses ne seraient pas si simples. Le lendemain matin, Léa arriva au bureau avec une appréhension qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. Elle n'avait pratiquement pas dormi de la nuit, hantée par le souvenir de cet appel étrange et par les paroles de l'homme au téléphone. « Nous aurons l'occasion d'en reparler ». Ces mots résonnaient dans sa tête comme une menace, et elle ne cessait de se demander qui il était et ce qu'il voulait dire par là. L'atmosphère au bureau lui parut étrangement tendue dès son arrivée. Ses collègues chuchotaient entre eux, lançant des regards furtifs dans sa direction,
et elle sentit un frisson d'inquiétude la parcourir. Quelque chose n'allait pas, elle le savait. Elle s'installa à son bureau et alluma son ordinateur, essayant de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de vagabonder vers l'incident de la veille. À 10 heures précises, M. Duchamp, son supérieur direct, sortit de son bureau et se dirigea vers elle d'un pas décidé. Son visage était fermé, ses lèvres pincées en une ligne mince qui ne laissait présager rien de bon. Léa sentit son estomac se nouer. « Mademoiselle Moreau, dans mon bureau. » Immédiatement, elle se leva, les jambes flageolantes, et le suivit à travers l'open space, sous les regards curieux de ses collègues. Une fois dans le bureau, Duchamp ferma la porte derrière elle et lui fit signe de s'asseoir. Il ne s'assit pas lui-même, préférant rester debout, les bras croisés sur la poitrine, dans une posture qui se voulait intimidante. « Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Non, monsieur », répondit-elle, même si elle avait sa petite idée sur la question. « Hier soir, vous avez eu une conversation téléphonique avec un certain Gabriel Rousseau. Cela vous dit quelque chose ?» Le nom la frappa comme un coup de poing. Gabriel Rousseau. Elle l'avait presque oublié. Ce nom qu'elle n'avait entendu qu'une seule fois au téléphone. Mais la manière dont Duchamp le prononçait, avec un mélange de respect et de crainte, lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas de n'importe qui. « Oui, je me souviens. Il m'a appelé au sujet d'un dossier dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait une erreur, mais vous avez jugé bon de lui parler sur un ton inacceptable et de lui raccrocher au nez, c'est bien cela ?» Léa déglutit péniblement. Vue sous cet angle, ses actions de la veille prenaient une toute autre dimension. « Je ne lui ai pas raccroché au nez, monsieur. C'est lui qui a raccroché après que je lui ai fait remarquer qu'il s'était trompé de personne. J'étais fatigué, et il était tard. Et, peu importe les circonstances, mademoiselle Moreau. Savez-vous qui est Gabriel Rousseau ?» Elle secoua la tête, redoutant la réponse. Gabriel Rousseau est le PDG de Rousseau Industries, l'une des plus grandes entreprises de France. C'est également l'un de nos clients les plus importants. Et vous l'avez traité comme s'il était un vulgaire vendeur de tapis. Les mots la frappèrent de plein fouet. Le PDG de Rousseau Industries. Elle avait entendu parler de cette entreprise, bien sûr, qui ne la connaissait pas, une multinationale présente dans une dizaine de pays, spécialisée dans les nouvelles technologies et le développement durable. Et son dirigeant, Gabriel Rousseau, était régulièrement cité dans les magazines économiques comme l'un des hommes d'affaires les plus influents de sa génération. Jeune, brillant, impitoyable. Et elle l'avait envoyé promener. Je ne savais pas, balbutia-t-elle, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Il ne s'est pas présenté correctement et j'ai cru. Ce que vous avez cru ou non n'a aucune importance. Le fait est que M. Rousseau a appelé personnellement ce matin pour se plaindre de votre attitude. Il envisage de rompre notre contrat si nous ne prenons pas de mesures disciplinaires à votre encontre. Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait toujours été une employée modèle, discrète, efficace, dévouée. Et voilà qu'un simple coup de téléphone, une seule erreur, menaçait de détruire tout ce qu'elle avait construit. Que va-t-il se passer ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Duchamp la regarda longuement comme s'il pesait le pour et le contre. Finalement, il poussa un soupir et secoua la tête. Pour l'instant, je ne peux rien décider. La direction doit se réunir cet après-midi pour discuter de votre cas. En attendant, vous êtes suspendu de vos fonctions. Rentrez chez vous et attendez notre appel. C'était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Suspendu. Le mot résonna dans sa tête comme un glas. Elle se leva lentement, luttant pour conserver un semblant de dignité, et quitta le bureau sans un mot. Tous les regards étaient tournés vers elle, alors qu'elle traversait l'open space pour récupérer ses affaires. Elle sentait le jugement, la curiosité malsaine, la satisfaction de certains qui avaient peut-être attendu ce moment depuis longtemps. Elle ramassa son sac, son manteau, et sortit du bureau la tête haute, refusant de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Une fois dehors dans la rue, elle laissa enfin libre cours à ses émotions. Les larmes coulèrent sur ses joues sans qu'elle cherche à les retenir. Comment avait-elle pu être si stupide ? Comment avait-elle pu ne pas se rendre compte de l'importance de cet homme ? Et surtout, comment allait-elle s'en sortir maintenant ? Elle avait besoin de ce travail. Elle avait des factures à payer, un loyer à honorer. La perspective de se retrouver au chômage la terrifiait. Elle marcha sans but pendant des heures, errant dans les rues de Paris comme une âme en peine. La ville qu'elle aimait tant lui sembla soudain hostile, indifférente à sa détresse. Les passants la bousculaient sans s'excuser. Les voitures klaxonnaient dans un concert assourdissant. Et partout autour d'elle, la vie continuait comme si de rien n'était.
comme si son monde ne venait pas de s'écrouler. Finalement, épuisée, elle se réfugia dans un petit café qu'elle connaissait bien, un endroit tranquille où elle avait l'habitude de venir lire le week-end. Elle commanda un café et s'installa dans un coin, sortant son téléphone pour appeler Sophie. Son amie décrocha à la deuxième sonnerie. « Léa, qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle de voix. » Et là, dans ce café anonyme, Léa raconta tout à Sophie. L'appel de la veille, sa réaction impulsive, la convocation dans le bureau de Duchamp, la suspension. Sophie l'écouta en silence, ne l'interrompant que pour pousser quelques exclamations indignées. « C'est complètement injuste » s'exclama-t-elle lorsque Léa eut terminé. « Tu ne pouvais pas savoir qui il était. Et puis franchement, s'il t'a appelé sur un ton aussi arrogant, il méritait bien qu'on le remette à sa place. Peut-être, mais maintenant je risque de perdre mon travail. Et pourquoi? Pour avoir défendu ma dignité face à un homme qui se croit tout permis parce qu'il est riche et puissant? Exactement. Et tu sais quoi? Tu as bien fait. Ces gens-là ont besoin qu'on leur rappelle de temps en temps qu'ils ne sont pas au-dessus des lois de la courtoisie commune. » Les paroles de Sophie lui firent du bien, même si elles ne changeaient rien à sa situation. Elle but son café à petites gorgées, essayant de réfléchir à ce qu'elle allait faire. Devait-elle appeler Gabriel Rousseau pour s'excuser? Devait-elle attendre que la direction prenne une décision? Ou devait-elle commencer à chercher un autre emploi dès maintenant? Son téléphone vibra, interrompant ses réflexions. Un message de Duchamp. « Présentez-vous demain matin à 9h au siège de Rousseau Industries, 47 avenue Montaigne. Monsieur Rousseau souhaite vous rencontrer en personne. » Elle relut le message plusieurs fois, incrédule. Gabriel Rousseau voulait la rencontrer? Pourquoi? Pour l'humilier davantage? Pour exiger des excuses publiques? Ou pire encore, pour s'assurer personnellement qu'elle soit licenciée? Un frisson d'appréhension la parcourut, mêlé à quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à définir. De la curiosité peut-être, ou de la colère. Comment osait-il la convoquer comme une vulgaire domestique? Elle tapa une réponse brève. « J'y serai. » Puis elle rangea son téléphone et commanda un deuxième café. Demain serait une journée décisive, elle le sentait. Une journée qui changerait le cours de sa vie, d'une manière ou d'une autre. Et quoi qu'il arrive, elle était déterminée à affronter Gabriel Rousseau avec toute la dignité et le courage dont elle était capable. Après tout, qu'avait-elle à perdre désormais? La nuit fut longue et agitée. Léa ne parvint pas à trouver le sommeil. Tournant et se retournant dans son lit, l'esprit assailli par 1000 questions sans réponse. À quoi ressemblait Gabriel Rousseau? Les photos qu'elle avait trouvées sur Internet le montraient comme un homme dans la trentaine. Grand, aux traits anguleux et au regard perçant. Un homme habitué au pouvoir et à l'autorité. Cela se voyait dans sa posture, dans la manière dont il se tenait face aux objectifs. Un homme qui ne devait pas avoir l'habitude qu'on lui résiste. Le matin se leva enfin, gris et maussade, à l'image de l'humeur de Léa. Elle se prépara avec un soin méticuleux, choisissant sa tenue avec attention. Un tailleur sobre mais élégant, des talons ni trop hauts ni trop plats, un maquillage discret. Elle voulait avoir l'air professionnelle, compétente, digne. Elle refusait de se présenter devant Gabriel Rousseau comme une coupable honteuse venue mendier son pardon. Non, elle irait la tête haute, prête à assumer ses paroles et ses actes. Le trajet jusqu'à l'avenue Montaigne lui parut à la fois interminable et beaucoup trop court. Le siège de Rousseau Industries était un immeuble moderne, tout en verre et en acier, qui s'élevait vers le ciel comme un monument à la réussite et à l'ambition. Léa se sentit minuscule en franchissant les portes tournantes, pénétrant dans un hall immense où régnait une activité frénétique. Des hommes et des femmes en costume impeccable traversèrent l'espace à grandes enjambées, le regard rivé sur leur téléphone ou leur tablette, tous animés par cette énergie particulière qui caractérise ceux qui évoluent dans les hautes sphères du pouvoir. Elle s'approcha de la réception où une jeune femme au sourire commercial l'accueillit avec une politesse glaciale. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Rousseau, Léa Moreau. » La réceptionniste consulta son écran, ses longs ongles manucurés cliquetant sur le clavier. « Ah oui, mademoiselle Moreau, on vous attend. Veuillez prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Quelqu'un vous y accueillera. » Léa la remercia d'un hochement de tête et se dirigea vers les ascenseurs. Le dernier étage. Bien sûr, où d'autre pourrait se trouver le bureau du PDG? Les portes se refermèrent sur elle avec un soupir pneumatique, et l'ascenseur s'éleva dans un silence presque surnaturel. Elle observa son reflet dans les parois miroirs, notant les cernes sous ses yeux malgré le correcteur, la tension dans ses épaules, la légère crispation de sa mâchoire. Elle inspira profondément, s'ordonnant de se calmer. Ce n'était qu'un homme, après tout. Un homme riche et puissant, certes, mais un homme néanmoins.
avec ses forces et ses faiblesses. Les portes s'ouvrirent sur un espace encore plus impressionnant que le hall d'entrée. Un vaste open space baigné de lumière naturelle, avec une vue panoramique sur Paris qui coupait le souffle. Des œuvres d'art contemporain ornèrent les murs, et le sol était recouvert d'un parquet précieux qui luisait sous les lumières tamisées. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur gris perle, s'avança vers elle avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Moreau, je suis Madame Blanchard, l'assistante de Monsieur Rousseau. Si vous voulez bien me suivre. » Léa lui emboîta le pas, traversant l'open space sous les regards discrets mais curieux des employés. Elle se demanda combien d'entre eux savaient qui elle était et pourquoi elle était là. L'humiliation qu'elle ressentit à cette pensée fut rapidement remplacée par un sursaut de fierté. Elle n'avait rien à se reprocher, ou du moins, rien qui justifie ce cirque. Madame Blanchard s'arrêta devant une double porte en bois massif et frappa discrètement avant de l'ouvrir. « Monsieur Rousseau, Mademoiselle Moreau est arrivée. Faites-la entrer. » La voix était celle qu'elle avait entendue au téléphone, mais en plus grave, plus présente. Léa sentit son cœur s'accélérer malgré elle. Madame Blanchard lui fit signe d'entrer et referma la porte derrière elle, la laissant seule dans ce qui ressemblait plus à un appartement luxueux qu'à un simple bureau. Gabriel Rousseau se tenait debout près d'une immense baie vitrée, lui tournant le dos, les mains dans les poches. Même de dos, il dégageait une autorité naturelle, une assurance qui ne devait rien à l'arrogance mais plutôt à une confiance absolue en ses capacités. Il était grand, plus grand que ce qu'elle avait imaginé, avec des épaules larges qui tendaient légèrement le tissu de sa veste sur mesure. Ses cheveux noirs étaient coupés courts, impeccablement coiffés, et lorsqu'il se retourna enfin pour lui faire face, Léa dut faire un effort conscient pour ne pas retenir son souffle. Les photos ne lui rendèrent pas justice. Gabriel Rousseau était, il fallait bien l'admettre, d'une beauté masculine saisissante, des traits ciselés, une mâchoire carrée, des pommettes hautes, et surtout, des yeux d'un gris orageux qui semblaient capables de vous transpercer jusqu'à l'âme. Il devait avoir environ 35 ans, peut-être un peu moins, et portait son costume comme une seconde peau, avec cette aisance qui n'appartient qu'à ceux qui sont nés dans le luxe et le privilège. Il la dévisagea longuement, sans un mot, et elle soutint son regard sans ciller, refusant de se laisser intimider. Un silence pesant s'installa entre eux, un silence chargé de tension et d'électricité. Finalement, ce fut lui qui le rompit. « Mademoiselle Moreau, nous nous rencontrons enfin. » Sa voix était étrangement calme, presque douce, mais Léa n'était pas dupe. Elle percevait la colère froide qui couvait sous la surface. Cette colère contenue des gens puissants qui n'ont pas l'habitude qu'on leur manque de respect. « Monsieur Rousseau ?» répondit-elle d'un ton aussi neutre que possible. « Asseyez-vous, je vous prie. » Il désigna un fauteuil en cuir face à son bureau, un meuble imposant en bois sombre qui semblait avoir été conçu pour accentuer la distance entre celui qui siégeait derrière et celui qui se tenait devant. Léa s'assit, croisant les mains sur ses genoux, s'efforçant de paraître calme et composée malgré les battements frénétiques de son cœur. Gabriel Rousseau contourna lentement son bureau et s'installa dans son fauteuil, un siège qui ressemblait davantage à un trône qu'à un simple meuble de bureau. Il la regarda encore un long moment, comme s'il cherchait à percer ses défenses, à découvrir ce qui se cachait derrière son masque de sérénité. « Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir ici, Mademoiselle Moreau ? J'imagine que c'est en rapport avec notre conversation téléphonique de l'autre soir. En effet, cette conversation qui, je dois l'avouer, m'a laissé plutôt perplexe. » Léa sentit une pointe d'irritation la traverser. Perplexe ? Il avait l'air plutôt furieux au téléphone, pas perplexe. Mais elle garda le silence, attendant qu'il continue. « Vous m'avez raccroché au nez, Mademoiselle Moreau. Ou plutôt, vous m'avez invité à m'adresser à quelqu'un d'autre en me faisant clairement comprendre que vous n'étiez pas à mon service. C'est bien cela ? C'est une version légèrement déformée des faits, Monsieur Rousseau. Mais oui, c'est l'idée générale. Une version déformée ? Vous avez raccroché vous-même après m'avoir menacé de conséquences. Je me suis simplement défendu face à ce qui m'a semblé être une attitude condescendante et injustifiée. » Un sourcil de Gabriel Rousseau se haussa légèrement, et pendant un instant, Léa crut percevoir une lueur d'amusement dans ses yeux gris, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par cette expression froide et impénétrable qui devait être sa marque de fabrique dans le monde des affaires. « Condescendante et injustifiée », répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait chaque mot. « C'est intéressant. Savez-vous combien de personnes oseraient me parler ainsi, Mademoiselle Moreau ? Probablement pas beaucoup si j'en crois la réaction de mon supérieur lorsqu'il a appris ce qui s'était passé. Et pourtant, vous l'avez fait. Pourquoi ? La question l'a pris au dépourvu.
Pourquoi, en effet? Elle aurait pu simplement s'excuser, raccrocher poliment, passer à autre chose. Mais quelque chose en elle s'était rebellé. Ce soir-là, quelque chose qu'elle ne parvenait pas tout à fait à définir. Parce que j'étais fatiguée, répondit-elle finalement, avec une honnêteté qui la surprit elle-même. Fatiguée de travailler jusqu'à pas d'heure sans reconnaissance, fatiguée d'être traitée comme une subalterne sans importance, fatiguée de courber l'échine devant des gens qui pensent que leur position leur donne le droit de manquer de respect aux autres. Elle s'attendait à une explosion de colère, à une réplique cinglante, mais Gabriel Rousseau se contenta de l'observer en silence, son visage restant impénétrable. Puis, à sa grande surprise, il se leva et alla se poster de nouveau devant la baie vitrée, contemplant Paris qui s'étendait sous ses pieds. « Vous avez du caractère, mademoiselle Moreau. C'est rare. De nos jours, la plupart des gens préfèrent se taire et obéir, même lorsqu'ils sont maltraités. Mais vous avez choisi de vous défendre, même sans savoir à qui vous vous adressiez. Si j'avais su qui vous étiez, j'aurais probablement réagi différemment, admit-elle. Mais cela ne change rien au fond du problème. Vous m'avez appelé sur un ton autoritaire, exigeant que je m'occupe d'un dossier dont je n'avais jamais entendu parler, sans même prendre la peine de vérifier que vous aviez la bonne personne. Et lorsque je vous l'ai fait remarquer, vous avez continué sur le même ton, comme si j'étais censé m'incliner sans poser de questions. Il se retourna brusquement, et l'intensité de son regard la fit presque reculer dans son fauteuil. « Vous avez raison », dit-il simplement. Léa cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? Vous avez raison. J'ai effectivement été désagréable au téléphone. J'étais sous pression, j'avais des problèmes avec ce fichu dossier Jenkins, et on m'avait donné le mauvais numéro. J'aurais dû vérifier avant d'appeler. J'aurais dû m'excuser lorsque vous m'avez fait remarquer l'erreur, mais je ne l'ai pas fait, et vous avez réagi en conséquence. » Léa le fixait, bouche bée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Gabriel Rousseau, le PDG tout-puissant, l'homme qui faisait trembler les conseils d'administration et qui bâtissait des empires, était en train de lui présenter des excuses. Je ne sais pas quoi dire. Vous pourriez commencer par accepter mes excuses. Ensuite, vous pourriez peut-être m'expliquer pourquoi votre employeur semblait persuadé que vous méritiez d'être licencié pour cet incident. La mention de son travail ramena brutalement Léa à la réalité. Elle avait presque oublié, dans l'étrangeté de cette conversation, qu'elle était ici parce que son emploi était en jeu. Monsieur Duchamp, mon supérieur, a cru comprendre que vous étiez mécontent et que vous envisagiez de rompre votre contrat avec notre société si des mesures n'étaient pas prises contre moi. Gabriel Rousseau fronça les sourcils, une expression de contrariété passant fugitivement sur son visage. Je n'ai jamais dit une telle chose. J'ai simplement appelé pour savoir qui vous étiez et pourquoi on m'avait donné votre numéro. Votre monsieur Duchamp a visiblement tiré ses propres conclusions et a préféré sacrifier une employée plutôt que de risquer de déplaire à un client important. La colère qui transparaissait dans sa voix était palpable, mais cette fois, elle n'était pas dirigée contre Léa. Elle sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, un nœud d'angoisse qu'elle portait depuis la veille et qui commençait enfin à se défaire. Donc, je ne vais pas être licenciée ? Pas par ma faute, en tout cas. Si votre employeur décide de vous renvoyer malgré tout, ce sera son choix, pas le mien. Mais je vous le dis franchement, mademoiselle Moreau, une société qui traite ainsi ses employés ne mérite pas de les garder. Il retourna s'asseoir derrière son bureau, croisant les mains devant lui, et son regard se fit soudain plus intense, plus pénétrant. Parlez-moi de vous, de votre travail, de votre situation. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter un poste aussi ingrat chez Mercier & Associés ? La question était directe, presque indiscrète, mais quelque chose dans la manière dont il la posait donnait à Léa l'envie d'y répondre honnêtement. Peut-être était-ce le soulagement de réaliser qu'elle ne perdrait finalement pas son emploi, ou peut-être était-ce simplement le besoin de parler à quelqu'un qui semblait réellement s'intéresser à ce qu'elle avait à dire. « J'ai étudié le marketing et la communication à l'université », commença-t-elle. « J'ai obtenu mon diplôme il y a 5 ans, avec d'excellentes notes et de grandes ambitions. Mais le marché du travail était difficile, et j'ai dû accepter ce qui se présentait. Mercier & Associés m'a offert un poste d'assistante administrative, en me promettant qu'il y aurait des possibilités d'évolution. Cela fait 3 ans maintenant, et je suis toujours au même poste, à faire les mêmes tâches répétitives, sans la moindre perspective d'avancement. Et pourquoi êtes-vous resté ? Vous auriez pu chercher ailleurs, trouver un emploi qui corresponde mieux à vos qualifications. J'ai essayé. Mais dans ce milieu, si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas les bonnes relations, il est presque impossible d'avancer. Et puis, il y a les factures à payer, le loyer, la vie quotidienne.
On ne peut pas se permettre de quitter un emploi stable, même médiocre, sans avoir autre chose en vue. Gabriel Rousseau l'écouta avec une attention qui la surprit. Il ne l'interrompait pas, ne la jugeait pas. Il se contentait d'écouter et d'observer comme s'il cherchait à comprendre non seulement ce qu'elle disait, mais aussi ce qu'elle ne disait pas. « Vous avez mentionné le réseau », dit-il finalement. « C'est effectivement crucial dans notre monde, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Il y a aussi le talent, la détermination, la capacité à saisir les opportunités quand elles se présentent. Les opportunités ne se présentent pas souvent quand on est coincé dans un bureau sans fenêtre, à trier des factures et à répondre au téléphone. Non, en effet, mais parfois, elles surgissent de là où on les attend le moins. Il y avait quelque chose dans sa voix, une intonation particulière qui fit lever les yeux de Léa. Il la regardait avec une intensité nouvelle, et elle sentit un frisson d'anticipation la parcourir. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, mademoiselle Moreau, que notre rencontre, aussi peu conventionnelle soit-elle, m'a fait réaliser quelque chose. Vous avez ce que la plupart des gens dans ce milieu ont perdu, de l'authenticité, du courage, la capacité de dire ce que vous pensez sans vous soucier des conséquences. Ce sont des qualités rares et précieuses. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Je veux en venir au fait que je cherche actuellement une assistante personnelle, quelqu'un de compétent, de discret, mais surtout quelqu'un qui ne passera pas son temps à me flatter et à acquiescer à tout ce que je dis. Quelqu'un qui osera me dire quand je me trompe ou quand je suis sur le point de prendre une mauvaise décision. Quelqu'un, en somme, qui me traitera comme un être humain et non comme un demi-dieu intouchable. Le cœur de Léa s'arrêta de battre pendant une seconde. Était-il en train de lui proposer un emploi, ici, chez Rousseau Industries, à travailler directement pour lui? Vous me proposez de devenir votre assistante? C'est exactement ce que je fais. Le salaire sera 3 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement, avec tous les avantages sociaux imaginables. Vous travaillerez directement avec moi. Vous serez impliqué dans des projets importants. Vous aurez accès à des formations continues. En échange, j'attends de vous loyauté, efficacité et surtout honnêteté. Même lorsque cette honnêteté est difficile à entendre. Léa le regarda, abasourdie. C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège, une condition cachée, quelque chose qui expliquerait cette offre incroyable. Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. Nous n'avons eu qu'une conversation téléphonique désastreuse et cet entretien. Comment pouvez-vous savoir que je serais capable de faire ce travail? Je ne le sais pas avec certitude, admit-il. Mais j'ai appris à me fier à mon instinct. Et mon instinct me dit que vous êtes exactement la personne qu'il me faut. Bien sûr, la décision finale vous appartient. Vous pouvez retourner chez Mercier & Associés et reprendre votre vie d'avant, en espérant que votre monsieur Duchamp ne vous rendra pas la vie impossible après cet incident. Ou vous pouvez accepter mon offre et commencer un nouveau chapitre de votre carrière. C'était une opportunité en or, le genre d'opportunité dont elle avait rêvé pendant des années. Mais c'était aussi terriblement intimidant. Travailler pour Gabriel Rousseau signifierait être constamment sous pression, toujours sur le qui-vive, sans droit à l'erreur. Signifierait aussi passer ses journées aux côtés d'un homme dont la simple présence suffisait à faire battre son cœur plus vite, ce qui était à la fois troublant et déstabilisant. Elle prit une profonde inspiration, pesant le pour et le contre, consciente que sa réponse allait déterminer le cours de son avenir. Puis, levant les yeux vers Gabriel Rousseau, elle articula les mots qui allaient changer sa vie. « J'accepte ». Un sourire étrange, presque imperceptible, étira les lèvres de Gabriel. Ce n'était pas un sourire de triomphe, ni même de satisfaction, mais plutôt quelque chose de plus complexe, de plus difficile à déchiffrer. Il se leva, contourna son bureau et lui tendit la main. « Bienvenue chez Rousseau Industries, mademoiselle Moreau. Vous commencez lundi prochain. Madame Blanchard s'occupera de toutes les formalités administratives. Elle vous fera également visiter vos nouveaux locaux et vous expliquera vos responsabilités. » Léa se leva à son tour et serra la main qu'il lui tendait. Sa poigne était ferme, assurée, et le contact de sa paume contre la sienne provoqua en elle une réaction qu'elle ne s'expliquait pas, comme un courant électrique qui lui parcourait le bras. Elle retira sa main rapidement, troublée par cette sensation inhabituelle. « Merci, monsieur Rousseau. Je vous promets que vous ne regretterez pas votre décision. J'en suis certain. Et mademoiselle Moreau? Vous pouvez m'appeler Gabriel lorsque nous sommes seuls. Nous allons travailler en étroite collaboration, autant abandonner les formalités inutiles. Dans ce cas, appelez-moi Léa. » Très bien, Léa. La manière dont il prononçait son prénom, avec cette voix grave et profonde, fit courir un nouveau frisson le long de son échine.
Elle hocha la tête, incapable de trouver quelque chose à ajouter, et se dirigea vers la porte. Mais avant qu'elle ne l'atteigne, la voix de Gabriel l'arrêta. « Léa, une dernière chose. Ne changez pas. C'est précisément parce que vous êtes comme vous êtes que je vous ai engagé. Ne vous laissez pas intimider par l'environnement ou par les gens qui vous entoureront. Restez vous-même. » Elle se retourna, croisant une dernière fois ce regard gris qui semblait voir au-delà des apparences, et acquiesça, avant de sortir. Madame Blanchard l'attendait dans l'antichambre, un dossier à la main et son sourire professionnel toujours en place. « Alors, mademoiselle Moreau, j'ai cru comprendre que vous alliez nous rejoindre ? » ?»« Oui, c'est exact. À partir de lundi. » »« Excellente nouvelle. Si vous avez quelques minutes, je peux vous faire visiter vos futurs bureaux et vous donner les documents à remplir pour votre embauche. » Léa passa l'heure suivante à découvrir son nouveau lieu de travail, à signer des contrats et des clauses de confidentialité, à écouter Madame Blanchard lui expliquer les rouages complexes de l'entreprise. Son bureau serait situé juste à côté de celui de Gabriel, dans un espace lumineux avec vue sur la Seine. Elle aurait accès à tous les dossiers, à tous les projets en cours, et travaillerait directement avec les différents départements de l'entreprise. C'était vertigineux, presque irréel. Lorsqu'elle quitta enfin les bureaux de Rousseau Industries, en milieu d'après-midi, elle avait l'impression de flotter. Elle sortit son téléphone et appela Sophie, qui décrocha immédiatement. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a viré ? Il a exigé des excuses publiques ? Il m'a engagé. » Un silence stupéfait accueillit sa déclaration. « Pardon ? Il a fait quoi ? Il m'a proposé un poste d'assistante personnelle, avec un salaire 3 fois supérieur à ce que je gagne actuellement. Je commence lundi. Attends. Tu es en train de me dire que le PDG milliardaire que tu as envoyé promener au téléphone vient de t'offrir un job de rêve ? C'est exactement ce que je te dis. Mais pourquoi ? Comment ? Ça n'a aucun sens. Je sais. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais c'est vrai, Sophie. J'ai le contrat dans mon sac, signé et tout. Ma vie vient de basculer en l'espace de quelques heures. Et lui ? Comment est-il ? Je veux dire, en vrai, pas sur les photos des magazines ? Léa hésita, cherchant les mots justes pour décrire Gabriel Rousseau. Il est impressionnant, intimidant, mais pas de la manière dont je l'imaginais. Il y a quelque chose en lui, une intelligence, une intensité qui te donne l'impression qu'il voit à travers toi. Et puis il est quoi ? Magnifique ? Admit-elle dans un murmure, d'une beauté presque dérangeante. Sophie émit un petit rire malicieux. Oh là là, tu es en train de me dire que ton nouveau patron est non seulement riche et puissant, mais aussi canon à tomber ? Léa, ma chérie, je sens que ta vie va devenir très intéressante. Ne dis pas de bêtises. C'est purement professionnel. Je vais travailler pour lui, point final. Bien sûr. On verra ça dans quelques semaines. En attendant, il faut fêter ça. Je t'invite à dîner ce soir, et tu me raconteras tout dans les moindres détails. Léa accepta avec reconnaissance. Elle avait besoin de parler, de partager cette journée surréaliste avec quelqu'un, et Sophie était la personne idéale pour cela. Elles se donnèrent rendez-vous dans leur restaurant italien préféré, et Léa raccrocha avec un sourire aux lèvres. Il lui restait une chose à faire, informer Monsieur Duchamp de sa démission. Elle composa son numéro, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. « Moreau, où êtes-vous ? Vous devriez être chez vous en attente de notre décision. Justement, Monsieur Duchamp, je vous appelle pour vous informer que vous n'aurez pas à prendre de décision me concernant. Je démissionne, avec effet immédiat. » Un silence abasourdi accueillit ces paroles. « Vous démissionnez ? Mais vous ne pouvez pas ? Nous avons besoin de vous pour finaliser le projet Lambert, et puis il y a tous ces dossiers en cours. » Je suis certaine que vous trouverez quelqu'un pour me remplacer. Quelqu'un que vous traiterez peut-être avec un peu plus de considération que vous ne l'avez fait avec moi. Au revoir, Monsieur Duchamp. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, savourant ce moment de liberté absolue. Plus jamais elle ne courberait l'échine devant des gens qui ne la respectaient pas. Plus jamais elle ne se contenterait de miettes, alors qu'elle méritait bien davantage. Le week-end passa dans un tourbillon d'émotions contradictoires. L'excitation le disputait à l'appréhension, l'euphorie à l'anxiété. Léa passa des heures à préparer sa première semaine, à lire tout ce qu'elle pouvait trouver sur Rousseau Industries, à étudier les projets en cours, à se familiariser avec l'organigramme de l'entreprise. Elle voulait être irréprochable, montrer à Gabriel qu'il avait eu raison de lui faire confiance. Le lundi matin arriva enfin. Léa se réveilla aux aurores, incapable de dormir plus longtemps tant elle était nerveuse. Elle choisit sa tenue avec encore plus de soin que la première fois, optant pour une robe droite bleu marine qui lui donnait un air à la fois professionnel et élégant.
Elle se maquilla légèrement, attacha ses cheveux en un chignon strict et se contempla longuement dans le miroir. La femme qui lui faisait face avait l'air confiante, déterminée, prête à relever tous les défis. Elle espérait simplement que cette apparence n'était pas qu'une façade. Lorsqu'elle arriva chez Rousseau Industries à 8 heures précises, Madame Blanchard l'attendait déjà, une tasse de café à la main et un emploi du temps détaillé pour la journée. « Bonjour Léa, prête pour votre premier jour ? Aussi prête que possible. » « Parfait. Monsieur Rousseau est déjà dans son bureau. Il a une réunion à 9 heures avec le conseil d'administration et il aimerait que vous y assistiez. En tant qu'observatrice pour le moment, mais il est important que vous compreniez le fonctionnement de l'entreprise et les différents projets en cours. » Léa hocha la tête, son cœur battant un peu plus vite à l'idée de revoir Gabriel. Elle suivit Madame Blanchard jusqu'à son nouveau bureau, une pièce spacieuse et lumineuse avec une vue magnifique sur la Seine. Un ordinateur dernier cri trônait sur le bureau en verre, entouré de dossiers soigneusement classés et d'un agenda déjà rempli de rendez-vous. Voici votre espace de travail. Vous avez accès à tous les systèmes informatiques de l'entreprise. Votre identifiant et votre mot de passe sont dans cette enveloppe. Monsieur Rousseau vous demande de le rejoindre dans son bureau dans 10 minutes. Léa passa ces 10 minutes à essayer de calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi la simple perspective de revoir Gabriel la mettait dans un tel état. C'était ridicule. Elle était là pour travailler, pas pour se laisser troubler par un homme, aussi séduisant soit-il. Lorsqu'elle frappa à la porte de son bureau, elle s'était ressaisie et arborait un masque de professionnalisme impeccable. Entrez. Gabriel était assis derrière son bureau, plongé dans la lecture d'un rapport, ses lunettes de vue perchées sur son nez. C'était la première fois qu'elle le voyait avec des lunettes, et ce détail, aussi anodin soit-il, le rendait étrangement plus humain, plus accessible. Il leva les yeux vers elle, et un sourire fugace éclaira son visage. « Léa, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon week-end. »« Oui, merci. Et vous ? » ?»« Chargé, comme toujours. Asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à voir avant la réunion. » Elle s'installa dans le fauteuil face à lui, sortant un carnet et un stylo de son sac. Gabriel retira ses lunettes et se massa l'arête du nez, un geste de fatigue qu'il essaya aussitôt de dissimuler. « Vous avez lu les dossiers que Madame Blanchard vous a remis ? » ?»« Oui, j'ai passé le week-end à les étudier. Le projet de développement durable en Asie, la fusion avec la société allemande Technovision, l'expansion dans le marché américain, ce sont des projets ambitieux et risqués. Le Conseil n'est pas entièrement convaincu, notamment en ce qui concerne l'expansion américaine. Il trouve que nous allons trop vite, que nous prenons trop de risques. C'est l'un des sujets que nous aborderons ce matin. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Il la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il jaugeait sa capacité à comprendre les enjeux complexes de ses décisions. Je pense que ceux qui ne prennent pas de risques ne bâtissent rien de grand. Mais je pense aussi qu'il faut savoir écouter les conseils de prudence, même quand ils vont à l'encontre de nos ambitions. C'est là toute la difficulté du leadership, trouver l'équilibre entre audace et sagesse. Et vous pensez que l'expansion américaine est sage ? Je pense qu'elle est nécessaire. Le marché européen est saturé. Nous avons besoin de nouveaux débouchés. Mais le moment est-il bien choisi ? Les conditions sont-elles réunies ? C'est ce que le Conseil veut savoir et honnêtement, je ne suis pas certain d'avoir toutes les réponses. Il y avait quelque chose de désarmant dans cette confession. Gabriel Rousseau, l'homme que tout le monde considérait comme infaillible, admettait avoir des doutes. Léa sentit un élan de sympathie la traverser. Alors peut-être devriez-vous leur dire cela. Leur montrer que vous n'êtes pas aveuglé par l'ambition, que vous avez conscience des risques et que vous êtes prêt à écouter leurs arguments avant de prendre une décision finale. Gabriel la fixa longuement, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit quelque chose s'adoucir dans son regard. C'est exactement le genre de conseil que j'espérais de vous. Vous avez raison. Montrer de la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'intelligence. Il consulta sa montre et se leva. C'est l'heure. Allons affronter le conseil. La salle de réunion était impressionnante, avec une immense table en acajou autour de laquelle étaient assis une dizaine d'hommes et de femmes en costume, tous dégageant cette aura de pouvoir et de réussite qui caractérise les élites du monde des affaires. Lorsque Gabriel entra, suivi de Léa, tous les regards se tournèrent vers eux. Elle sentit le poids de ces regards, certains curieux, d'autres franchement hostiles, et elle dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas se laisser intimider. Gabriel fit les présentations rapidement, présentant Léa comme sa nouvelle assistante personnelle, et quelques murmures parcoururent à l'assemblée. Elle comprit immédiatement que sa présence ici n'était pas bien vue par tous.
Dans ce milieu, les nouvelles têtes étaient toujours accueillies avec méfiance, surtout lorsqu'elles occupaient des postes aussi proches du centre du pouvoir. La réunion commença, et Léa observa Gabriel se transformer sous ses yeux. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, lui avait confié ses doutes et ses incertitudes, était maintenant un leader charismatique et sûr de lui, maniant les chiffres et les arguments avec une aisance déconcertante. Il parlait avec passion de ses projets, de sa vision pour l'avenir de l'entreprise, mais il savait aussi écouter, prendre en compte les objections, adapter son discours en fonction de son auditoire. Cependant, Léa remarqua rapidement qu'un homme en particulier semblait déterminé à contrer systématiquement chacune des propositions de Gabriel. Il était plus âgé que les autres membres du conseil, la soixantaine bien sonnée, avec des cheveux gris soigneusement coiffés et un regard dur qui ne laissait transparaître aucune émotion. Gabriel l'avait présenté comme Monsieur Beaumont, l'un des actionnaires principaux de l'entreprise. « Tout cela est très bien, Monsieur Rousseau », dit Beaumont d'un ton condescendant. « Mais vous ne pouvez pas baser une décision stratégique aussi importante sur de simples intuitions. Nous avons besoin de garanties, de projections financières solides, d'analyses de marché approfondies. J'ai justement préparé tous ces éléments, Monsieur Beaumont. Si vous voulez bien consulter le dossier qui vous a été remis, j'ai consulté le dossier, et je dois dire que je ne suis pas convaincu. Les chiffres sont optimistes, pour ne pas dire irréalistes. Vous sous-estimez les coûts, vous surestimez les bénéfices potentiels, et vous ignorez complètement les risques géopolitiques liés à cette expansion. » Gabriel serra légèrement la mâchoire, un signe de tension que Léa fut probablement la seule à remarquer. Il allait répondre lorsqu'elle se pencha vers lui et murmura quelque chose à son oreille. Il se tourna vers elle, surpris, puis un léger sourire étira ses lèvres. Il hocha la tête et se tourna de nouveau vers Beaumont. « Vous avez raison, Monsieur Beaumont. Peut-être ai-je été trop optimiste dans mes projections. C'est pourquoi je propose que nous commandions une étude indépendante avant de prendre une décision finale. Une étude menée par un cabinet externe, reconnu pour son expertise dans ce domaine, et qui nous donnera une vision objective de la situation. » Le silence qui suivit cette proposition fut presque palpable. Beaumont sembla désarçonné, visiblement pris au dépourvu par cette offre raisonnable. Il ne pouvait pas refuser sans passer pour quelqu'un d'obtus et de rigide. « C'est une idée sensée, » admit-il à contre-cœur. « Combien de temps faudrait-il pour obtenir cette étude ? Environ 2 mois, selon mes estimations. Le temps nécessaire pour prendre une décision réfléchie et informée. » D'autres membres du conseil acquiescèrent, visiblement soulagés par ce compromis. La tension dans la salle se dissipa légèrement, et la réunion se poursuivit sur un ton plus apaisé. Lorsqu'elle prit fin près de 2 heures plus tard, Léa avait l'impression d'avoir assisté à une partie d'échecs grandeur nature, où chaque mouvement comptait et où la moindre erreur pouvait être fatale. De retour dans son bureau, Gabriel se laissa tomber dans son fauteuil avec un soupir de soulagement. « Merci pour votre suggestion. C'était exactement ce qu'il fallait dire pour calmer Beaumont. Ce n'était que du bon sens. Il cherchait à vous piéger, à vous faire passer pour quelqu'un d'arrogant et d'imprudent. En proposant cette étude, vous avez montré que vous étiez ouvert au dialogue et prêt à remettre en question vos propres analyses. Beaumont est un problème depuis des années. Il était proche de mon père et je crois qu'il ne m'a jamais pardonné d'avoir pris la direction de l'entreprise après sa mort. Il pense que je suis trop jeune, trop impulsif, trop ambitieux. Et vous l'êtes ? » Gabriel la regarda, une lueur d'amusement dans les yeux. « Probablement. Mais c'est précisément ce dont cette entreprise a besoin. Mon père était un homme prudent, méthodique. Il a bâti un empire solide, mais statique. Moi, je veux le faire évoluer, le transformer, le pousser vers de nouveaux horizons. Et cela implique de prendre des risques. Tant que vous êtes conscient des risques que vous prenez. C'est bien là toute la question, n'est-ce pas ? Être audacieux sans être téméraire. Vous voyez maintenant pourquoi j'avais besoin de quelqu'un comme vous à mes côtés. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités incessantes. Léa découvrit rapidement que travailler pour Gabriel Rousseau n'avait rien à voir avec son emploi précédent. Les journées commençaient tôt et se terminaient tard. Les week-ends étaient souvent consacrés à des réunions ou à des déplacements professionnels, et le rythme était absolument impitoyable. Pourtant, étrangement, elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, aussi stimulée intellectuellement. Chaque jour apportait son lot de défis, de problèmes à résoudre, de décisions à prendre, et elle se découvrait des capacités qu'elle ignorait posséder. Gabriel était un patron exigeant, perfectionniste à l'extrême, mais jamais injuste. Il attendait beaucoup d'elle, mais il lui donnait également les moyens de réussir.
Il l'incluait dans toutes les réunions importantes, sollicitait son avis sur des questions stratégiques et tenait compte de ses suggestions même lorsqu'elles allaient à l'encontre de ses propres convictions. Leur relation professionnelle se transforma rapidement en un partenariat efficace, basé sur la confiance mutuelle et le respect. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Léa refusait d'admettre même à elle-même. Une tension sous-jacente qui ne cessait de croître entre eux, une conscience aiguë de la présence de l'autre qui n'avait rien de professionnel. Elle surprenait parfois le regard de Gabriel s'attarder sur elle un peu plus longtemps que nécessaire, et elle-même ne pouvait s'empêcher d'observer la manière dont ses mains bougeaient lorsqu'il parlait, la courbe de sa mâchoire lorsqu'il était concentré, l'intensité de ses yeux gris lorsqu'il la regardait vraiment. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur le dossier de l'expansion américaine, Gabriel se leva soudainement de son bureau et s'approcha de la baie vitrée, les mains dans les poches, son regard perdu dans la contemplation de Paris illuminé. « Vous ne vous êtes jamais demandé ce que tout cela signifie, Léa ?» Elle leva les yeux de son ordinateur, surprise par le ton pensif de sa voix. « Ce que quoi signifie ? Tout cela, cette course perpétuelle vers le succès, vers toujours plus de pouvoir, toujours plus d'argent. À quoi bon construire un empire si l'on n'a personne avec qui le partager ? » C'était la première fois qu'il se confiait ainsi, qu'il laissait entrevoir une vulnérabilité qu'il prenait soin de dissimuler en public. Léa posa son stylo et se leva, s'approchant de lui avec précaution, comme on s'approche d'un animal sauvage qu'on ne veut pas effrayer. « Vous êtes entouré de gens, Gabriel. Votre équipe, votre conseil d'administration, vos associés, des employés, des partenaires d'affaires. Ce n'est pas la même chose. Je parle de vraies relations, de liens authentiques, de personnes qui vous voient tels que vous êtes vraiment, et non tels que votre position les oblige à vous voir. » Elle comprenait ce qu'il voulait dire. Depuis qu'elle travaillait à ses côtés, elle avait constaté à quel point il était isolé, prisonnier de sa propre réussite. Les gens l'approchaient par intérêt, le flattaient par calcul, le craignaient par prudence, mais personne ne semblait vraiment le connaître. Personne ne cherchait à percer la carapace du PDG impitoyable pour découvrir l'homme qui se cachait derrière. « Et votre famille, vos amis ? Mon père est mort il y a 5 ans. Ma mère vit en Provence, nous nous voyons rarement. J'avais un frère, mais nous nous sommes éloignés après la succession. Quant aux amis, comment savoir qui sont vos vrais amis quand vous êtes riche et puissant ? Comment distinguer ceux qui vous apprécient pour ce que vous êtes, de ceux qui s'intéressent à ce que vous pouvez leur apporter ? » Il se tourna vers elle, et l'intensité de son regard la cloua sur place. « C'est pour cela que votre réaction au téléphone ce soir-là m'a tant marqué. Vous ne saviez pas qui j'étais, vous n'aviez rien à gagner ni à perdre, et pourtant vous avez osé me tenir tête. C'était rafraîchissant. Authentique. » Léa sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Il était si proche d'elle maintenant qu'elle pouvait percevoir son parfum, un mélange de bois de santal et de quelque chose de plus subtil, de plus personnel. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, maintenir cette distance professionnelle qui était censée régir leur rapport. Mais elle se sentait incapable de bouger, comme hypnotisée par ses yeux gris qui semblaient la voir vraiment, au-delà des apparences et des convenances. « Gabriel » commença-t-elle, sans savoir vraiment ce qu'elle voulait dire. La sonnerie stridente de son téléphone brisa le moment. Gabriel cligna des yeux, comme sortant d'une transe, et retourna à son bureau pour répondre. Léa en profita pour s'éloigner, le cœur battant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Cette tension entre eux devenait dangereuse. Elle le savait. Elle devait y mettre un terme avant que la situation ne devienne ingérable. Mais comment mettre fin à quelque chose qui semblait échapper à tout contrôle rationnel ? Comment ignorer cette attirance grandissante qu'elle ressentait pour un homme qu'elle était censée considérer uniquement comme son patron ? Et surtout, comment continuer à travailler efficacement avec lui alors que sa simple présence suffisait à troubler ses pensées ? Les jours suivants, elle tenta de maintenir une distance professionnelle stricte avec Gabriel. Elle évitait les conversations personnelles, se concentrait exclusivement sur le travail, quittait le bureau dès que possible pour ne pas se retrouver seule avec lui. Gabriel sembla remarquer ce changement d'attitude, mais il n'en dit rien, se contentant de l'observer avec une expression indéchiffrable. C'est Madame Blanchard qui finit par confronter Léa à ce sujet, un matin où elles se croisèrent dans la salle de repos. « Puis-je vous parler franchement, Léa ? » « Bien sûr. J'ai remarqué que quelque chose avait changé entre vous et Monsieur Rousseau. Vous semblez distante. S'est-il passé quelque chose que je devrais savoir ? » Léa hésita, ne sachant pas comment expliquer une situation qu'elle comprenait à peine elle-même. « Non, rien de particulier.
Je pense simplement qu'il est important de maintenir une certaine distance professionnelle. Madame Blanchard la regarda longuement, un petit sourire compréhensif aux lèvres. Écoutez, je travaille pour Gabriel depuis 10 ans maintenant. Je l'ai vu traverser des crises, gérer des situations impossibles, affronter des adversaires impitoyables. Mais je ne l'ai jamais vu aussi vivant que depuis que vous êtes arrivé. Vous lui apportez quelque chose qu'il n'avait pas depuis longtemps. Ne gâchez pas cela par peur de ce que les autres pourraient penser. Ce n'est pas ce que vous croyez. Peut-être. Ou peut-être que si. Dans tous les cas, la vie est trop courte pour laisser passer certaines opportunités par excès de prudence. Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Léa tout au long de la journée. Avait-elle tort de se montrer si distante? Était-elle en train de sacrifier quelque chose d'important par peur des conséquences? Mais d'un autre côté, comment pouvait-elle envisager une relation autre que professionnelle avec Gabriel, alors qu'il était son patron, alors que tout les séparait, leur position sociale, leur passé, leur mode de vie? La réponse à ces questions vint d'une manière tout à fait inattendue, lors du gala de charité annuel, organisé par Rousseau Industries. C'était un événement prestigieux, réunissant le gratin de la société parisienne, et Gabriel avait insisté pour que Léa l'accompagne. Elle avait d'abord refusé, arguant que ce n'était pas dans ses attributions, mais il avait balayé ses objections d'un geste. « Vous êtes mon assistante personnelle. Cela implique de m'accompagner lors de ce genre d'événement. De plus, je déteste ces soirées mondaines, et votre présence les rendra peut-être plus supportables. » Elle avait fini par accepter, achetant pour l'occasion une robe longue d'un bleu nuit profond qui épousait ses formes avec une élégance discrète. Lorsqu'elle se présenta à l'entrée du palace où se tenait le gala, elle sentit son assurance vaciller. Tout ici respirait le luxe et le privilège, depuis les lustres de cristal jusqu'au tapis persan, en passant par les serveurs en livrée qui circulaient avec des plateaux de champagne. Gabriel l'attendait dans le hall, impeccable dans son smoking noir, et lorsqu'il la vit, quelque chose passa dans ses yeux, une lueur d'admiration qu'il ne chercha pas à dissimuler. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement. « Merci, vous n'êtes pas mal non plus. » Il lui offrit son bras avec un sourire, et ensemble ils pénétrèrent dans la grande salle de bal. Les têtes se tournèrent sur leur passage, et Léa perçut les murmures, les regards curieux, parfois envieux. Elle comprit soudain ce que représentait sa présence aux côtés de Gabriel pour tous ces gens. Elle était la nouvelle favorite du prince, celle qui avait réussi là où tant d'autres avaient échoué. La soirée se déroula dans un brouillard de conversations superficielles, de sourires de façade et de compliments hypocrites. Gabriel jouait son rôle à la perfection, charmant, courtois, attentif à chacun. Mais Léa le connaissait assez maintenant pour percevoir la tension dans ses épaules, la lassitude dans son regard. Il détestait réellement ce genre d'événement. Elle le voyait clairement. À un moment, une femme s'approcha d'eux, grande, blonde, d'une beauté glaciale et sophistiquée. Elle portait une robe rouge qui devait coûter plus cher que le loyer annuel de Léa, et elle dégageait cette assurance arrogante des gens qui n'ont jamais connu ni le doute ni le manque. « Gabriel, quelle surprise de te voir ici. Je pensais que tu détestais ce genre de soirée. » « Isabelle, tu as raison, mais certaines obligations sont inévitables. » La femme se tourna vers Léa, la détaillant de la tête aux pieds avec un regard qui se voulait aimable, mais qui cachait mal son dédain. « Et qui est cette charmante personne ?»« Léa Moreau, mon assistante personnelle. Léa, je te présente Isabelle de Montclair, une vieille connaissance. » Le ton avec lequel Gabriel prononça ces derniers mots était chargé de sous-entendus. Isabelle eut un petit rire cristallin. Une vieille connaissance? C'est une manière bien pudique de décrire notre relation, mon cher. Nous avons été bien plus que cela, n'est-ce pas? Gabriel sembla se raidir, et Léa comprit immédiatement qu'Isabelle avait été une ancienne petite amie. Une vague de jalousie inattendue la submergea, ce qui l'irrita au plus haut point. Elle n'avait aucun droit d'être jalouse, aucune raison de se soucier de la vie sentimentale de Gabriel. C'était il y a longtemps, Isabelle. Les choses changent. Vraiment? Moi, je trouve que tu n'as pas changé du tout. Toujours aussi fuyant, toujours aussi réticent à t'engager émotionnellement. Je me demande si ta charmante assistante est au courant de cet aspect de ta personnalité. Il y avait du venin dans sa voix, une amertume à peine dissimulée. Gabrielle allait répondre lorsque Léa prit la parole, surprise elle-même par l'audace de ses propres mots. Ce que je sais de Gabriel, mademoiselle de Montclair, c'est qu'il est quelqu'un de profondément loyal, intègre et généreux. Si certaines personnes n'ont pas su apprécier ses qualités, c'est leur problème, pas le sien. Un silence stupéfait suivit sa déclaration. Isabelle la regardait, avec une expression mêlée de surprise et de colère.
tandis que Gabriel fixait Léa avec une intensité nouvelle. Finalement, Isabelle émit un petit rire forcé. Comme c'est touchant. On dirait que tu as trouvé une championne, Gabriel. Espérons pour elle que cela durera plus longtemps qu'avec moi. Elle s'éloigna dans un froissement de soie, laissant derrière elle un parfum entêtant et une atmosphère tendue. Gabriel se tourna vers Léa, et elle crut voir quelque chose vaciller dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de l'émotion. Vous n'étiez pas obligé de prendre ma défense. Je sais, mais je ne supporte pas les gens qui essaient de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Elle voulait vous blesser, vous humilier devant moi. Je ne pouvais pas laisser passer cela. Pourquoi? La question était simple mais lourde de sens. Pourquoi en effet? Parce qu'il était son patron et qu'elle se sentait une certaine loyauté envers lui? Ou parce que ses sentiments pour lui avaient dépassé depuis longtemps le cadre strictement professionnel? Parce que vous ne méritez pas d'être traité ainsi, répondit-elle finalement, esquivant la vraie question. Gabriel la regarda longuement, et quelque chose dans son expression changea. Il lui prit la main, un geste simple mais chargé d'une signification qui fit battre le cœur de Léa plus vite. Sortons d'ici, j'en ai assez de cette mascarade. Ils quittèrent le gala sans un regard en arrière, ignorant les murmures surpris qui suivirent leur départ précipité. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne fut comme une bouffée de liberté après l'atmosphère étouffante du palace. Gabriel desserra sa cravate, passant une main dans ses cheveux et pour la première fois de la soirée, il sembla véritablement détendu. « Merci », dit-il simplement, « pour ce que vous avez dit là-bas. Personne ne s'était jamais porté à ma défense de cette manière. » Isabelle avait l'air amère. Elle l'est. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, il y a environ 5 ans. Elle voulait que je l'épouse, que nous formions un de ces couples dorés dont parlent les magazines. Mais je ne l'aimais pas vraiment. Ou du moins, pas de la manière dont on devrait aimer quelqu'un avec qui on envisage de passer le reste de sa vie. J'ai rompu. Elle ne l'a jamais accepté. Ils marchèrent en silence le long de la Seine, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau sombre. C'était un moment étrange, presque irréel, comme si le temps s'était suspendu et qu'ils existaient dans une bulle à l'écart du monde réel. « Léa », dit Gabriel soudainement, s'arrêtant pour lui faire face. « Je dois vous dire quelque chose. Ces dernières semaines, travailler avec vous a été extraordinaire. Vous m'avez apporté bien plus qu'une simple assistance professionnelle. Vous m'avez rappelé qu'il existait autre chose que le travail, les chiffres, les stratégies. Vous m'avez rappelé ce que c'est que d'avoir des conversations authentiques, de rire, de se sentir compris. » Le cœur de Léa tambourinait dans sa poitrine. Elle savait ce qui allait suivre. Elle le sentait, et une partie d'elle voulait l'arrêter, lui rappeler toutes les raisons pour lesquelles ce qu'il s'apprêtait à dire était une mauvaise idée. Mais une autre partie, plus forte, plus vraie, voulait entendre ces mots qu'elle désirait secrètement depuis des semaines. « Je sais que je ne devrais pas dire cela », continua Gabriel. « Je sais que vous êtes mon employé, que notre relation devrait rester strictement professionnelle. Mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Je ne peux plus faire semblant que vous n'êtes qu'une simple assistante pour moi. Gabriel, laissez-moi finir s'il vous plaît. Depuis ce fameux coup de téléphone, vous n'avez cessé de hanter mes pensées. Au début, c'était de la curiosité, de l'intrigue face à cette femme qui osait me tenir tête. Puis, en apprenant à vous connaître, c'est devenu autre chose. De l'admiration pour votre intelligence, votre intégrité, votre courage. Et maintenant c'est quelque chose que je ne peux plus ignorer ni nier. » Il prit son visage entre ses mains, et Léa sentit ses dernières défenses s'effondrer sous l'intensité de son regard. « Je suis tombé amoureux de vous, Léa, profondément, irrémédiablement amoureux. Et je sais que c'est compliqué, que cela change tout entre nous, mais je ne pouvais plus garder cela pour moi. » Les mots résonnèrent dans le silence de la nuit, et Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Toutes les barrières qu'elle avait soigneusement érigées, toutes les raisons rationnelles qui lui dictaient de maintenir ses distances, tout cela s'évanouit face à cette déclaration bouleversante.